Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode en direct de WeWork. Une fois n'est pas coutume, je suis reçu plutôt par Max. Salut Max. Salut Yacine, ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Bon Max, c'est un peu court. Peux-tu te présenter un petit peu et expliquer dans quel cadre on s'est déjà rencontrés, toi et moi ? Écoute, on s'était rencontrés il y a 1 an et demi, 2 ans, non ? Ouais, c'est ça. Dans mon dressing. Chez moi, caleçon et cravate, pour essayer de ne pas capter des bruits de la rue. C'est vrai qu'il y avait des travaux. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus au calme dans un bureau normal, on va dire. Je suis très content de pouvoir échanger à nouveau avec toi. Trop cool, bah écoute, merci d'avoir accepté. Et aujourd'hui, on va parler de quelle boîte ? Parce qu'on va peut-être pas faire un deep dive sur ton parcours, étant donné qu'on en a beaucoup parlé. Mais moi, il y a une boîte, ta nouvelle boîte qui m'intéresse énormément, notamment le secteur. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire ce que c'est ? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai remonté. Alors, j'avais auparavant vendu Everroad dans la logistique et l'optimisation du transport routier. Qui était une super aventure entrepreneuriale, humaine, qu'on a en fait, on a quitté le navire en 2020 en vendant à un groupe allemand qui s'appelle Sender, et je suis reparti à l'aventure avec 2 de mes anciens collègues, Paul-Louis et Benjamin, avec qui je me suis associé. Et on a démarré l'été dernier un nouveau projet qui s'appelle Maki People, qui est une boîte dans l'écosystème des RH et qui a pour vocation en fait d'aider les entreprises à mieux recruter. C'est quand même un sujet central aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement ? En fait, on est un outil qui permet de mieux screener les candidats, de les recruter sur leurs compétences en assessant leurs soft skills et leurs hard skills, et en permettant une expérience de recrutement du coup qui est d'un point de vue candidat beaucoup plus objective, beaucoup plus simple, beaucoup plus en fait juste, et en plus beaucoup plus agréable. On est d'accord, c'est un putain de pain pour les recruteurs comme pour les candidats. Je veux dire, tout ce process de recrutement. J'aimerais savoir quand même, tu nous parles de fret avant, donc avec Everroad. Comment tu t'es retrouvé justement à vouloir créer une boîte dans le recrutement et attaquer pour moi un assez gros poisson où j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'a pas forcément encore trouvé la solution optimale. Tu vois, il n'y a pas une référence, si ce n'est en France dans peut-être la tech des Welcome to the Jungle, mais c'est juste pour agréger les offres. Mais donc du coup, parle-nous un peu du pain et comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup la réflexion de comprendre à quoi ressemblera une entreprise dans 15-20 ans, et je me dis qu'elle va être vachement différente de cette entreprise de ce qu'on connaît un peu du XXe siècle. Elle sera beaucoup plus horizontale, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus décentralisée, et du coup j'ai commencé pendant l'époque Covid à réfléchir un petit peu à ça, et je me suis entretenu en fait avec une centaine de DRH, et je leur ai posé en fait la question de savoir c'est quoi un peu pour vous les grands défis de demain, quoi. Okay. Tout tournait à 80% autour du recrutement. Et en fait, t'entendais un peu les mêmes sons de cloche, c'est-à-dire on sait pas comment gérer plein de candidatures, le CV est plus forcément quelque chose d'actualité, les process de recrutement sont opaques et beaucoup trop longs, nos managers sont pas forcément formés au recrutement, du coup ça nous prend un temps fou, on fait un paquet d'erreurs, ça nous coûte cher, ça prend trop de temps d'un point de vue candidat, on les fait fuir, et encore plus dans si tu veux une période aujourd'hui où tu peux plus, si tu veux, imposer des process chiants et longs à tes candidats. Et l'expérience candidat est vraiment clé. Donc en fait, moi ça sonnait vachement bien. Je me disais tiens, c'est une très belle mission parce que ça peut permettre si on arrive à régler ça, on arrive à permettre d'un côté aux boîtes d'avoir des meilleures équipes, plus complémentaires, plus diverses, mieux recrutées, et de l'autre côté aux gens d'avoir en fait une meilleure expérience de recrutement. Et l'expérience de recrutement quand même, c'est, tu vois, tu signes
pour peut-être, je sais pas, plusieurs années dans une boîte, ça commence à partir du moment où tu veux t'y intéresser, tu veux postuler, quoi. Et le gap est si grand qu'on s'est dit, bah, on va créer Maki, qui va devenir un peu un super outil que les boîtes petites, moyennes, grandes aux quatre coins du monde vont pouvoir très vite utiliser pour rendre plus efficient leur process de recrutement, quoi. Quand tu étais chez Everroad, quand tu as créé Everroad, c'était quoi un process de recrutement type? Et aujourd'hui, si tu regardes un petit peu en arrière, qu'est-ce qui allait pas pour toi? Moi, si tu veux, dans toutes mes expériences, j'ai beaucoup recruté. J'ai toujours, je pense, très très mal recruté. Alors, bien évidemment, il y avait des choses où, in fine, j'arrivais quand même à bien m'entourer, etc. Mais si tu regardes les périodes où on a dû recruter beaucoup de gens, on faisait tout extrêmement mal. C'est-à-dire que déjà, on n'investissait pas dans des bons outils RH. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, moi, que je vois au quotidien quand je parle à des CEO de boîtes, à des RH, etc. C'est investissez dans une stack RH, ayez un super ATS, ayez un super outil. Enfin, les choses que sans forcément des noms, les gens peuvent trouver, quoi. Mais tu vois, il y a des boîtes qui ont pas d'ATS ou qui ont des ATS vachement old school. Okay. C'est important d'avoir un outil qui te permet quand même de bien gérer ton pipe de candidature. C'est important d'avoir des outils d'analytique pour pouvoir, tu vois, les RH, c'est quand même de la data, quoi. De collecter de la donnée, de savoir où les gens tombent dans ton funnel, comment tu vois améliorer ton taux de conversion, etc. Un peu comme si tu gérais un pipe de sales. D'avoir des outils comme le nôtre qui te permettent de recruter des gens sur des compétences, de pas perdre de temps à gérer des CV, des calls de pré-qualif qui te prennent une plombe, et de savoir que si jamais tu veux recruter un sales qui va être bon, je sais pas moi, en Excel analytique, qui va être data driven et qui va savoir utiliser Salesforce, tu vas avoir un outil qui va te permettre de sortir ça du lot extrêmement rapidement. Donc le premier point, c'est investir dans une stack RH, ce que je faisais pas moi avant. Le deuxième point... Tu faisais ça sur Excel? Je faisais ça n'importe comment. On recevait des candidatures, on les gérait un peu au compte-gouttes comme on pouvait. Il y avait pas des vrais process, on faisait ça va y passer. Ouais, si, mais les départements RH faisaient des calls de pré-qualif de 30-45 minutes qui servaient à rien et qui prenaient un temps fou. On se retrouvait à envoyer des candidats à des managers qui au bout de 2 minutes nous disaient mais en fait ce candidat j'en veux pas. Et on aurait dû le voir avant. Donc en fait c'est quand tu fais perdre à un manager 3 calls de 45 minutes dans sa semaine, tu lui as fait perdre déjà tu vois quasiment 5-10% de son temps, quoi. Ouais, bien sûr. Donc il y avait la stack RH. Le deuxième point, il y avait des process qui étaient vachement opaques et à rallonge. En fait, tu vois, on se retrouvait à s'envoyer des candidats, on était 4-5 à leur parler dans la boîte, à leur raconter exactement la même chose, où tu te rends compte que nous, du côté de la boîte, tu vas polariser 70% de l'entretien à parler de nous-mêmes. Et puis, on posait les 3 mêmes questions aux candidats qui avaient l'impression de faire, tu vois, 5 entretiens différents. Donc, en fait, le process lui-même était vachement opaque, vachement peu axé sur est-ce qu'on va vraiment tester des choses, quoi. Tu vois, c'est pour ça aussi que nous dans Maki c'est important de savoir qu'on a des outils qui te permettent de dire tiens il y a des soft skills et des hard skills qu'on te permet de tester, et c'est clair, quoi. Et ça c'était un peu ce qui manquait, quoi. Donc en fait moi j'ai toujours été touché, mais comme plein de fondateurs de boîtes, par le recrutement, et je me suis dit avec toutes les mauvaises expériences que j'ai eues, avec l'état du marché aujourd'hui, investir mes 10 prochaines années pour permettre tu vois aux boîtes de me recruter et aux candidats de pouvoir trouver le job de leur rêve tout au long de leur vie, c'est une belle mission de boîte, quoi. Est-ce que le plus gros pain, un peu comme un sales, et après on va quand même bien parler de Maki, et j'ai quand même envie de comprendre, là à l'heure actuelle où je te parle, je ne sais pas encore si c'est si vous providez un ATS à travers justement Maki, ou si c'est juste de l'analyse de skills et c'est un add-on que tu plugs à tes ATS, mais ouais, juste pour comprendre un peu, on dit toujours, tu sais, d'un point de vue commercial, que ça coûtera toujours plus cher de signer un nouveau client plutôt que de le garder. Est-ce que c'est la même chose pour un recruteur? Le plus dur, est-ce que c'est pas finalement de garder tes collaborateurs, même si j'imagine que tu dois scaler, monter en compétences et agrandir ton équipe? Est-ce que ce pain-là, tu l'attaques ou pas du tout? Tu gères juste l'amont, quoi. Nous aujourd'hui on gère uniquement le processus de recrutement, c'est la première brique produit qu'on a développé. Okay. Après notre outil dans un horizon plus lointain, il aura vocation, tu vois, à te permettre aussi d'évaluer les compétences en interne, à te donner d'être un outil en fait pour tout ce qui est mobilité interne de tes collaborateurs. Okay. Mais ça c'est plus lointain. Aujourd'hui on veut vraiment aider les boîtes à se dire on a
Et pour répondre à ta question, on n'est pas un nouvel outil en fait, on est intégré à une trentaine d'ATS. D'accord. Donc en fait, on est intégré au Welcome to the Jungle, au Lever, au Greenhouse, au Team Taylor, au Workday, au SAP, tous ces outils en fait que les petites, moyennes, grandes boîtes utilisent. Alors il y a des toutes petites boîtes qui n'utilisent pas l'ATS, elles peuvent nous utiliser, c'est suffisant, tu vois, parce que on va permettre, tu vois, quand t'es une boîte de 10-15 personnes, t'as pas besoin d'avoir, tu vois, un truc de vachement robuste, tu vas pouvoir avec Maki gérer en fait tout ce que peut te procurer un ATS. Maintenant, pour toutes les boîtes qui utilisent un ATS, on est plugué à ces ATS. On est aujourd'hui un add-on qui te permet d'avoir un bloc en plus. Et concrètement, ce bloc, c'est quoi? C'est tu reçois des candidatures qui peuvent venir de ton site carrière, de tes job boards, etc., etc. Et tu vas te dire, je sais pas moi, j'ouvre un job demain pour data analyst stagiaire. Il y a 200 personnes qui postulent via tous tes canaux. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Là, tu vas pouvoir créer un assessment vachement simple où tu vas, le candidat, à la place de dropper son CV qu'il a peut-être même plus ou même plus à jour parce que c'est plus d'actualité et attendre que quelqu'un de ta boîte le recontacte, il va directement cliquer, il va arriver sur la boîte, je sais pas moi, prenons l'exemple de Doctolib, une page doctolib.maki.com avec le VP Data Analyst de la boîte qui fait une petite vidéo en disant salut chère candidate, cher candidat, on est super heureux de vous avoir aujourd'hui. Chez Doctolib, on recrute les meilleurs data analysts du marché, voici les missions de la boîte, voici la structure de la team. Aujourd'hui, c'est la première étape d'un process en 3 semaines. Good luck. Le candidat va ensuite avoir quelques tests, tu vois, qu'il va pouvoir faire avec son ordi, avec son mobile. Il va avoir un test de data analyst de 7 minutes qui a été fait par un prof de l'école de data analyst de Boston. Donc le type a dédié sa vie à ça, il est prof là-dedans, etc. Il va avoir un test de 5 minutes d'anglais parce qu'on veut que le candidat sache parler anglais, et il va avoir un test d'habilité cognitive dans le, je sais pas moi, qui va s'appeler Logical Reasoning, où on va assesser si le candidat sait jongler avec les chiffres, tu vois, être data driven, et être smart dans la façon de jongler avec des choses numériques. Et en plus de ça, on va pouvoir intégrer une petite vidéo de 5 minutes de mise en situation où on va lui dire, je sais pas moi, soit nous chez Doctolib, une valeur qui est importante, c'est d'être extrêmement persévérant. Donne-nous 2 exemples dans ta vie pro ou perso où tu nous as montré vraiment de la persévérance et où tu as pris des initiatives dans un contexte extrêmement difficile. Et ça va lui prendre, tu vois, 15 minutes en tout pour gérer ces 3 petits tests et cette vidéo. Et toi, d'un point de vue, et puis on va te remercier encore avec une vidéo, avec des choses de marque employeur qui vont te donner un peu de contexte, et tu vas dire, tiens, j'aurais pu juste dropper mon CV, on m'aurait recontacté dans 10 jours. Là, j'ai vu l'offre à 17h, j'ai postulé à 17h30, et à 17h45, tu vois, j'ai déjà mis un pied dans la boîte, quoi. Donc c'est automatique, juste ce test? Complètement automatique. Et toi, de l'autre côté, sans CV. Et toi, de l'autre côté, en tant que recruteur, le lendemain au bureau, t'auras 200 personnes qui ont postulé au poste, et tu vas pas te taper plein de CV à trier, tu vas pas te taper plein de calls de pré-qualif à faire, tu vas pas te taper peut-être des candidats qui correspondent pas aux skills que tu vas envoyer à ta team. Tu vas juste filtrer et te dire tiens, qui a mieux réussi. Alors, tu vas pouvoir filtrer d'une manière anonyme en plus, ce qui va en plus complètement te débiaiser le fait de savoir je vais recruter tel candidat parce que j'aime son nom de famille ou j'aime bien son école ou etc. Là, tu vas dire tiens, ceux qui ont mieux réussi l'assessment de data analytics, d'anglais et de Power BI, je dis n'importe quoi. Tu vas shortlister les 10. C'est un barème en gros. Tu vas juste vite fait regarder leur vidéo de mise en situation. Il va t'en rester 5 et tu vas dire en 30 minutes, tu vas identifier les top 5 profils. Et tu vas les envoyer à ta team pour qu'ils les rencontrent en vrai ou en Zoom ou tu vois, qu'ils assessent plus de choses comme le culture fit, les valeurs de l'entreprise, etc. Et du coup là-dessus, d'un côté, on aura fait gagner 30 à 50% du temps des recruteurs et des managers. Parce qu'on n'aura pas eu tout ce screening de CV, de candidature, de call applicatif. Donc, grosse gain de temps. Deuxième point, on va te réduire complètement ce qu'on appelle ton time to hire, parce que le problème aujourd'hui de beaucoup de boîtes, c'est qu'elles prennent du temps à identifier les top profils. Et de temps en temps, ils sont déjà partis ailleurs. Donc là, on va te permettre de dire, tiens, sur les 300 qui ont postulé, les top 5 performers, rappelle-les tout de suite là, parce qu'on sait que c'est eux. Et les autres, grâce à Maki, tu vas pouvoir ensuite leur envoyer leur feedback avec le résultat de leur test. Versus de rien leur envoyer ou leur envoyer un mail de template, nous sommes au regret d'eux. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point,
t'auras créé une expérience candidat vachement immersive dès le premier clic, où les candidats, ils vont pouvoir avoir des éléments de ta marque employeur, leur futur boss en vidéo, ils vont pouvoir, tu vois, genre, déjà avoir l'atmosphère de la marque et de se dire, bah tiens, là-bas, je suis recruté pour mes compétences, et pas avec un process vachement opaque de suite d'entretien, quoi. Donc voilà, gain de temps, réduction du time to hire, réduction des erreurs parce qu'on se base sur des choses objectives et amélioration de l'expérience candidat pour les candidats, quoi. Est-ce que il y a une tech, est-ce qu'il y a eu même, je sais pas si t'as bossé avec des psychologues ou whatever, mais pour moi, est-ce que c'est pas la limite de la tech de pouvoir assesser des soft skills? Parce que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est des hard skills. Mais si je te prends un poste de RH qui recrute, donc RH qui recrute quelqu'un en RH, comment tu vas faire ces tests? Là, sur de la data analyse, du BI, c'est assez simple et factuel et quantifiable. Mais je pense qu'il y a plein de métiers, et je vais aller plus loin, même du sales. Du sales, c'est hyper personnel. Faut pas te travestir et changer aussi ta personnalité. C'est ce qui fera que tu vas closer ou pas. Donc, comment t'assesses tout ça? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une limite justement à la tech dans tout ça? Alors, déjà, je pense que la tech peut largement apporter, parce qu'aujourd'hui, on est dans des process qui sont, comme je te disais, trop longs, opaques, où on sait pas vraiment recruter. Ouais, donc, on va pouvoir beaucoup apporter. Après, il restera forcément de l'humain, tu vois. Quand tu rentres dans une entreprise, tu vas vouloir sentir comment ça va se passer avec tes futurs collègues, etc., etc. Donc, on n'est pas en train de tout robotiser. Ça, c'est juste pour, ouais, bien sûr. Tu vois, pour ce qui est important de mentionner. Maintenant, aujourd'hui, nous, on a développé une librairie de 150 tests et on a une équipe qui fait que rajouter de semaine en semaine par rapport à ce qui est demandé sur le marché, on va dire. Comment se répartissent ces tests? On va retrouver des tests de langue. Donc, tu vois, genre, grammaire, orthographe sur du mandarin, de l'allemand, de l'espagnol, du portugais, du français, etc. On va retrouver des tests, comme tu le mentionnais, de hard skills, compétences métiers, où là, on va avoir des tests de compta, de finance, de sales, de marketing, tu vois, de data, de BI. Je te donne un exemple. On a des tests de sales qui ont été développés par un type qui s'appelle Brandon McGiver, qui est le type chez Google, qui coach et train tous les sales B2B advertising Google Monde lors de leurs 6 premiers mois d'onboarding. Comment vous l'avez chopé, lui? Quoi? Comment vous avez réussi on lui a écrit sur LinkedIn. Et il a, ok. Ouais. On a des tests de compta qui ont été faits par Pascal Kiry, professeur à HEC, qui écrit tous les ans le bouquin Le Vernis de Maine. Okay. Donc, tu vois, on a vraiment été chercher des pointures pour ces compétences métiers. On va avoir des tests d'habilité cognitive, de cognitive habilité, où là, c'est des tests qui ont été faits par des mathématiciens, psychométriciens pour essayer que les candidats savent raisonner, compter, réfléchir, régler des problèmes, être analytiques. On va avoir des tests de personnalité qui vont te permettre de voir si des gens sont collaboratifs, s'ils aiment travailler en équipe, s'ils sont introvertis, extravertis, qui vont te permettre de donner un avis supplémentaire. C'est pas, tu vois, des choses qui sont, on les prend avec des pincettes qui sont, tu vois, d'une corrélation de performance de 100%, mais qui te permettent de donner un avis en plus dans un process de recrutement. Ouais. Et tu vas avoir, après on a plein de tests sur des soft skills un peu variés, type savoir donner, recevoir du feedback, organiser un meeting productif, la diversité en entreprise, etc., etc. Maintenant, en plus de ça, Maki te pousse des questions à poser pour analyser certains skills. Donc, par exemple, tu veux recruter un sales qui va être data-driven. On va te pousser des questions en te disant, voici les questions tu vois, les plus utiles, les plus efficientes à poser pour analyser ce skills-là. Okay. Mais tu vas devoir forcément avoir derrière une personne qui va devoir, tu vois, regarder cette vidéo de 3 minutes pour savoir si cette personne est data-driven ou pas. Nous, ce qu'on va te pousser, c'est des questions et on va te pousser progressivement un cadre de réponse en te disant, si tu as posé quelle question, essaie de voir que le candidat a bien répondu ça versus ça. Est-ce qu'il y a du subjectif aussi? Parce que tu dis regarde les 3 minutes, donc tu vois aussi comment il réfléchit. Il y aura du subjectif, bien évidemment. Si jamais tu demandes, tu vois, une mise en situation et qu'il y a 3 personnes humaines qui vont regarder cette vidéo, il y aura du subjectif. Okay. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est donner les clés, tu vois, quand tu vas faire un entretien qu'on appelle structuré, et te dire, bah tiens, tu veux recruter sur telle compétence, voici telle question que tu dois poser. Tu dois poser la même question à tous tes candidats, comme ça ils répondent, tu vois. C'est un peu une best practice. Si tu poses une question différente à chaque candidat, tu vas pouvoir plus difficilement jauger. Donc en fait, poser la même question au même candidat et avoir une grille de lecture qui te permet de voir un peu et d'assesser si le candidat va, dans cet exemple-là, être analytique ou pas, quoi. Ok, juste, ouais, non, vas-y, tu peux continuer. Et du coup, je pense que, tu vois, on a une grande brique de tests qui te permettent de voir
beaucoup de choses, de te faire un premier pré-screening, parce que c'est important. Et après, il y a beaucoup de choses qu'on va avoir en entretien. Nous, ce qu'on veut là, c'est donner des premières briques, de te dire, bah tiens, l'entretien, c'est quand même génial. Et l'entretien vidéo, ça peut être déjà une première étape où Maki peut t'aider déjà à voir certaines choses. Tu vois, t'as peut-être pas envie de te retrouver 1 heure devant un candidat où tu te dis au bout de 5 minutes c'est pas lui quoi. Et nous c'est vraiment là où on veut vraiment aider pour te shortlister les candidats qui vont te permettre de te dire tiens c'est avec eux que tu dois passer du temps quoi. Donc le plus important, tu le redis quand même, mais c'est le premier filtre, le premier screening, pour être sûr justement de te retrouver avec les on va dire top candidats en fonction de leurs skills et des profils que tu recherches. Tu l'as teasé un petit peu, j'aimerais comprendre à partir du moment où tu passes ce premier screening, tu as passé ces tests cognitifs, data driven, enfin quantitatifs en tout cas. La partie quali, comment Maki elle aide pendant le 2e, 3e, 4e entretien dépendamment du process de recrutement. Aujourd'hui Maki son boulot ça va être de faire cette première brique. Okay. Et après une fois que tu as ces 5 candidats de les donner à ton équipe en disant c'est eux avec qui vite il faut que t'engages. Donc 5 c'est non je te dis 5 c'est okay, ta shortlist. Ta shortlist tu vois, on a des postes on a des postes tu vois pour dans des grands groupes où ils reçoivent tu vois des gradués de programme dans des grands groupes ils reçoivent 35 000 CV pour 100 candidatures. Tu vois, si t'imagines 35 000 CV sur une table, quoi. Ouais. Donc, tu vois, et à côté, on a des boîtes qui reçoivent, tu vois, une 50aine de candidatures, mais c'est déjà trop à gérer pour tous les postes. Donc, l'idée, c'est vraiment de shortlister ces candidats et de passer du temps avec eux. Après, on a une roadmap qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin sur d'autres étapes, bien évidemment. On va pas s'arrêter là, mais déjà, on commence par bien faire ce qu'on fait. Et Maki, c'est quoi dans 10 ans, alors? Maki, ou 5 ans, déjà. Maki, dans 5 ans, en fait, si tu veux, c'est que, aujourd'hui déjà, on veut revoir un peu ce process de recrutement. On commence par la brique pré-assessment et on aura d'autres briques, tu vois, qu'on lancera dans les prochaines années. Ouais. Comme je te disais, cet outil en fait, il peut déjà être utilisé. Il sera utilisé assez rapidement dans la partie ACC mes collaborateurs en interne. Tu vois, on a déjà des groupes qui nous disent mais moi j'ai 200 personnes qui font de la finance dans ma boîte, pourquoi je pourrais pas tu vois déjà leur faire passer des tests Maki pour voir un peu une calibration de l'équipe et voir dans mes problématiques de mobilité interne qui je vais pouvoir faire passer promouvoir, qui je vais pouvoir passer dans tel département, etc. Et la vision plus long terme de Maki, c'est de se dire on est en train de monter un outil qui permet, tu vois, d'être un peu le recrutement de demain. Dans 5 ans, il est hors de question qu'on ait des entretiens à rallonge, que les gens racontent leur vie aux 5 boîtes dans lesquelles ils veulent postuler à travers des entretiens qui sont assez similaires dans des boîtes différentes, des process qui sont opaques et qui durent dans le temps et qui laissent en fait les candidats avec un goût amer, tu vois. Parce que donc en fait l'idée de Maki, c'est de te dire on va devenir un peu ton skills wallet, ton passeport de compétences. Et en fait, on veut répliquer un peu ce qu'a fait, tu vois, un GMAT dans le monde réel, mais sur toutes tes skills dans le monde un peu digital, et que dans 3-4 ans, tu auras ton passeport compétences, tu vois, dans le Web 3, où tu puisses te dire bah tiens, moi Yacine, je suis quelqu'un qui est vachement extraverti, je suis extrêmement fort pour travailler en équipe, je sais coder en Python, je suis complètement fluente en anglais, j'ai des bases de mandarin et je m'y connais en cybersécurité. Et si jamais ces compétences-là, elles sont certifiées par Maki parce que tu vois, on a un système d'anti-cheating et on sait que tu as passé tel test le 22 février 2024, c'est-à-dire il y a moins de 3 mois et que c'est encore d'actualité, eh bien, on pourra très vite aller dans le sourcing et te pousser très vite les jobs qui t'intéressent. Parce que quand tu baladeras sur un job board ou sur le site carrière de la boîte de tes rêves, on te dira tiens Yacine, c'est les 4 jobs qui matchent parfaitement à tes compétences. Demain, tu as un entretien de culture fit avec toute l'équipe et tu peux commencer après-demain. Donc on veut vraiment devenir après plus, tu vois, dans un environnement plus long terme, dans la vision, le passeport compétences des gens qui va permettre du coup de résoudre des problèmes comme le matching de l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, de raccourcir le temps pour avoir le job de tes rêves, d'être un élément qui va te permettre de passer d'un job à un autre parce que c'est tes compétences qui vont primer. Et pourquoi on pense que c'est vraiment un truc qui va exister, c'est on passe d'une économie, on est déjà passé d'une économie, si tu veux, de la qualification et du CV. J'ai fait une école de compta, j'ai été comptable toute ma vie dans 5 boîtes différentes et je vais entre guillemets mourir comptable, à un CV ou une école qui ne veut plus rien dire. Nos enfants, et ça c'est un chiffre qui fait froid dans le dos mais qui est vachement rassurant et beau, je trouve, c'est que les gens qui ont 15 ans aujourd'hui feront en moyenne 17 métiers dans leur vie
dans 5 carrières différentes. Incroyable. Donc Okay. tu vois, c'est incroyable. Donc ça veut dire que tu pourras faire un métier manuel et puis après être développeur web et à côté tu vas aller du coq à l'âne et tout ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire ça, c'est tes compétences qui vont te caractériser. Alors juste quand tu parles justement de passer du coq à l'âne et tu parles notamment de personnes qui sont pas forcément qualifiées, bon là on va peut-être pas parler de dev en Python mais même de data analyst. En gros, donc si j'ai bien compris, tu veux remplacer le CV. On est d'accord que demain, si un mec n'a pas fait de formation en data analyse, il ne pourra jamais être formé il ne pourra jamais passer le premier screening. Est-ce qu'il y a en fait une sorte de flexibilité où tu vas laisser à certains de tes clients, donc du coup les recruteurs, et se dire ok, peut-être qu'on veut des personnes qui sont undercompetent sur ça, mais qui ont justement cette capacité d'apprentissage et d'assimilation assez forte. Ouais, bien sûr. Donc, et bah du coup comment, et enfin je sais, c'est peut-être plus tard, mais en tout cas si t'as une première approche. Ça va être principalement là sur les soft skills, ça va être sur le type de questions que tu vas leur poser, ensuite en entretien. Donc tu vas de plus en plus, on va recruter des gens qui n'ont pas forcément fait dans leur expérience d'avant le métier en question. Mais si jamais tu veux recruter un sales, bah t'as envie, tu veux recruter un sales, bah t'as envie qu'il s'exprime proprement, qu'il sache pitcher ta boîte, qu'il ait du drive, qu'il ait de l'empathie, etc. Des choses que tu vas pouvoir, tester et qui vont te dire bon bah tiens, il a pas été sales pendant 40 ans, mais il a les choses qui sont importantes pour moi. Okay. Et de plus en plus, tu vois. Enfin, nous, on a mis en place, par exemple, un test de culture fit, tu vois, qui permet aux entreprises de mettre un peu les gros blocs de valeurs qui sont importantes pour eux quand ils recrutent quelqu'un. Ouais. Et c'est un test, tu vois, le culture fit, que d'un point de vue candidat, le candidat va dire un peu les adjectifs qui le caractérisent ou les adjectifs qui sont importants chez un de ses collègues ou dans l'entreprise qui rejoint. Mm-hmm. Et ça va te permettre en fait d'avoir un pourcentage d'affinité par rapport à ta culture d'entreprise et aux valeurs que tu défends au quotidien ou que tu recherches chez quelqu'un. Donc tu vois, on met aussi en place et on crée des choses qui vont être vachement importantes sur cette partie soft skills et qui vont te permettre de recruter des gens qui n'ont pas forcément les compétences métiers attendues pour un métier en question, quoi. Ok, très clair. Moi, on a beaucoup parlé de tes clients directs qui, au final, j'ai cru comprendre que c'est quand même les recruteurs qui payent. C'est un SaaS d'ailleurs, j'imagine. Alors c'est un SaaS. Aujourd'hui, on a aussi bien des petites boîtes, honnêtement, qui sont inconnues au bataillon. Tu vois, qui ont 20-30 collaborateurs et qui ont 10 recrutements, mais ils ont pas les outils, ils savent pas faire et ils ont peur de faire une connerie. Ouais. Donc ils nous disent votre outil en fait en mode self-serve, ils vont sur people.com, ils sunboard en 30 secondes, ils utilisent le free trial, ils voient que ça ajoute de la valeur vachement rapidement parce que tu crées un assessment et tu le partages avec des candidats en moins de 3 minutes. Et je t'invite à le faire. Tu vois, c'est assez bluffant parce que c'est chouette, tu vois, tu te dis tiens, tel job, on te recommande des tests, tu brandes aux couleurs de ta boîte et t'invites des candidats, tu vois, avec un lien magique que t'envoies et tu vois vraiment la valeur du produit. Et on a des startups qui sont, tu vois, beaucoup plus, on va dire, qu'on connaît tous, quoi. Tu as des boîtes comme Sunday, comme Ledger, comme Voodoo, comme Virtuo, tu vois, qui ont commencé aussi à nous utiliser avec plus de recrutement, faut aller vite, etc., etc. Et puis on a des grands groupes maintenant où là t'as vraiment les problématiques qu'on adore, c'est-à-dire j'ai beaucoup de candidatures à gérer, j'ai une marque employeur qui est pas forcément tu vois, une expérience recrutement d'un point de vue candidat qui est pas forcément 5 étoiles et j'ai besoin de gagner du temps et d'aller vite pour bien recruter, quoi. Et là on a des groupes, tu vois, des grands groupes dans la finance, dans l'assurance, dans le retail qui ont des candidats qu'ils adressent différemment que du Sunday par exemple, j'imagine. Ouais, alors si tu vois, ça va être, on fait aussi bien des métiers, si tu veux, conseiller clientèle en banque, consultant dans un grand cabinet d'audit, que livreur pour une boîte de food delivery, tu vois, business analyst ou tu mentionnais data analyst dans une startup. Ok, et juste, là c'est la parenthèse, j'ai passé les entretiens chez Sunday, du coup ma question est la suivante, vous êtes live depuis quand? Où ça? Déjà de base, alors Maki, votre produit est live depuis quand? Alors nous on a commencé à réfléchir avec Paul-Louis Benjamin l'été dernier, donc il y a 8 mois. Présente-les-nous peut-être. C'est le honte à moi de pas avoir assez creusé sur la team. C'est quand même le plus important. Donc, la team,
Vous êtes 25, tu me disais. Aujourd'hui, on est 25 dans l'équipe. Moi, je suis associé à Paul Louis. Paul Louis, en fait, il est COO de Maki. Il était déjà COO d'Everroad, en fait. Okay. Et il avait rejoint le bateau Everroad après notre série A. Après 12-13 ans en tant que partenaire au cabinet de McKinsey, conseil. En fait, on avait mis un an et demi à se parler avant qu'il me rejoigne. Donc, on avait vraiment pris le temps. Et en fait, on avait une super expérience ensemble. Et tu vois, il était devenu un peu vraiment mon partenaire déjà chez Everroad sans être associé. Et du coup, on a on a rembrayé ensemble, empilé. Et le troisième, c'est Benjamin. Benjamin, pareil, il m'avait rejoint chez Everroad après la série A. Il était, tu vois, CPO produit et avant il était chez Uber aux US. Il avait participé à la création du produit B2B de Uber. Ok. Et aujourd'hui, il a le poste de CPO. Et on a des gens géniaux qui nous ont rejoints. Tu vois, on a à un côté là le chief sales officer de Job Teaser qui dirigeait la grosse équipe de Job Teaser de plus de 150 commerciaux sur toute l'Europe, qui nous a rejoint pour toute la partie commerciale. Et en fait, on a commencé. Il y a une grande partie aussi des gens d'Everroad, dont dans l'équipe produit. Il y a 5-6 personnes de l'équipe produit, qui voulaient retravailler ensemble, qui nous ont rejoints dès le début. Donc en fait, on a commencé à coder sur les premières lignes de code l'été dernier. Ouais. On a sorti un produit en 3-4 mois d'une manière assez rapide. On a levé avant de démarrer en fait un seed en 2 fois, parce qu'on a levé 11 millions d'euros en seed. Okay. Auprès de beaucoup d'investisseurs, donc ce qui est vachement bien, parce qu'il y a des gens qui croient en nous, ce qui donne aussi une grande part de responsabilité, de pression, parce que c'est beaucoup d'argent. Non, c'était pas un objectif. Ce qui était un objectif, c'est d'avoir des gens qui croient en ce qu'on veut faire, et des gens aussi issus du monde des RH. Donc tu vois, on a de la chance d'avoir des DRH de grands groupes, des DRH de belles startups comme Doctolib, des gens qui ont monté des boîtes comme PeopleDoc, 360 Learning, Welcome to Jungle, qui sont aussi au capital. Ça, c'était quelque chose d'important. Et comme je te disais, on le voit plus comme crédibilité et surtout responsabilité de bien déployer cet argent pour faire une entreprise qui est utile et qui change la vie des gens, quoi. Il y a un aspect, dis-moi si je me trompe, tu l'as dit au début, on est une boîte, tu te plugs et c'est international, on le déploie très rapidement. Tu les as pas mentionné, mais je sais que tu as des VC aussi qui sont à l'étranger. C'est quoi l'aspect international dans tout ça, dans ta vision de la boîte Ouais. Est-ce que vous êtes déjà même à l'international, vu que tu me parlais de plein de langues différentes pour les candidats, mais les recruteurs du coup Alors déjà dès le premier jour, on est dans la culture d'entreprise, une entreprise internationale, mais pas une boîte française. Mm-hmm. Donc si tu veux, on a déjà des gens aujourd'hui qui vivent au Danemark, en Espagne, au Portugal, et on est 100% remote dans la façon dont on travaille. Alors, mais ça, il y en a beaucoup de gens qui le sont, mais aussi dans la façon dont on prend des décisions, on communique. Moi, je suis assez passionné par créer une culture d'entreprise qui permet, tu vois, une grande communication et une grande responsabilisation des gens, même s'ils sont pas dans le même bureau. Donc dès le premier jour, si tu veux, on est 100% remote, on est écrit first, English first. Okay. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est qu'on a un produit qui est extrêmement scalable facilement. On n'est pas en train de créer une assurance ou une fintech où il nous faut avoir des autorisations pour ouvrir un autre marché. Donc en fait, si tu veux, on a commencé il y a 2 semaines là à ouvrir les US d'ici. D'un point de vue, tu vois, contenu et marketing. Donc on a déjà des clients US qui utilisent la plateforme, c'est assez sympa. Et tous les jours, on en a, tu vois, quelques-uns qu'on voit sur Slack arriver et qui commencent à mettre les mains dans l'outil. Donc c'est génial, ça fait 2 semaines. Ouais. On recrute également une équipe, tu vois, aux US, parce que ça va être un de nos gros marchés, et je pense notre plus gros marché très rapidement.
Et en fait, l'idée c'est pas de s'arrêter là, mais c'est de lancer Maki aux quatre coins du monde. C'est un peu la référence du coup. Et d'être la référence, on l'espère, parce que on n'est pas les seuls et heureusement, mais en tout cas d'être un outil. En fait, en tout cas, notre outil peut être utilisé demain en Afrique du Sud, en Thaïlande et aux US. Par des entreprises. La seule barrière qu'on aura, ça va être la barrière de la langue. Et aujourd'hui, aussi, non, il n'y a pas de la culture qui est très associée encore à ce CV. Je pose la question, mais j'en sais rien. Hein, mais peut-être qu'il y a des endroits dans lesquels il est impensable encore aujourd'hui de apply sans un CV. Alors oui, il y a des entreprises où c'est impensable, mais aujourd'hui on a déjà des clients qui sont dans une vingtaine de pays et qui réfléchissent à mettre Maki dans une vingtaine de pays parce qu'en fait pour eux, dans leur culture d'entreprise, c'est quelque chose qui les aide et qui leur fait gagner du temps et qui est entre guillemets dans l'air du temps, quoi. Okay. Donc la partie internationale, elle va être vachement importante et l'idée, oui, c'est pas de monter une boîte française. En fait, tu vois, nos clients sont des clients qui recrutent des gens dans le monde entier, parce que de plus en plus, tu vois, grâce au remote, t'élargis ton pool de talents et quand tu ouvres un job, tu veux plus forcément que ce soit des gens qui habitent Paris 9e quand ta boîte elle est dans le 9e. Tu acceptes pour pas l'immensité des boîtes, mais une majorité de boîtes maintenant que les candidats soient ailleurs. Donc le remote permet d'ouvrir ton pool de talents et de l'autre côté, en fait, beaucoup de boîtes, tu vois, sont déjà à l'international. Donc en fait, nous, on se doit de l'aide dès le jour 1, quoi. Ok, on est bientôt à la fin, mais il y a quand même une partie qui m'est hyper chère. On en a parlé en off et depuis tout à l'heure, c'est un peu ce que je voulais dire et puis on est parti sur plein d'autres choses, comme à mon habitude, podcast déstructuré. Mais concrètement, on a beaucoup parlé des recruteurs. Moi, je pense, et dis-moi si je me trompe, mais le pain, il est gigantesque d'un point de vue candidat. Il y a un levier un pouvoir qui est beaucoup trop côté recruteur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en VC aussi. Nous, on s'efforce, alors qu'on disait 99% des entrepreneurs qu'on rencontrait, on devait leur dire non. L'idée était d'être sûr déjà qu'ils aient une feedback loop, qu'ils aient pas l'impression d'avoir perdu du temps. Moi, je te le dis à titre perso, et ce, dans l'écosystème VC comme startup, j'ai manqué d'énormément de bienveillance auprès de recruteurs. Là, j'aimerais que tu t'adresses à des candidats. Qu'est-ce que Maki peut apporter et est-ce que tu aurais des conseils à leur donner justement pour justement analyser des red flags en plein entretien et peut-être même challenger leurs recruteurs? Yep. C'est marrant parce que juste après, à 11h, j'ai un webinaire sur l'expérience candidat. Okay. En fait, comme tu le disais, je pense on voit un shift là qui passe plus des mains des employeurs vers les candidats. Tu vois, on parle de Great Resignation, on parle de guerre des talents, on parle de de montée des freelances et des auto-entrepreneurs. On parle, tu vois, même du remote. On parle on parle d'expérience candidat déjà. C'est un nouveau sujet. Tu vois, on n'en parlait pas il y a 20 ans, on s'en foutait. On parle de salaire qui est plus le driver numéro 1 chez les jeunes, tu vois, il y a une étude, le salaire c'est plus que le driver numéro 4. Maintenant, c'est des gens qui veulent une culture d'entreprise, une ambition, qui veulent grandir, etc. Bien sûr. Donc, moi, aujourd'hui, j'aurais sidéré de voir qu'une grande partie de l'expérience candidat, c'est aller devoir faire un CV où on sait que c'est plus d'actualité et que personne dit dans son CV qu'il est naze, de devoir aller sur un site carrière où de temps en temps tu te prends la tête à devoir uploader des documents, créer un compte, etc., d'avoir un temps de latence de 2 semaines avant qu'on revienne vers toi, d'avoir un process vachement opaque et qui est à rallonge et de recevoir un email template en disant nous sommes au regret d'eux sans vraiment de feedback. Ouais. L'expérience candidat doit être vraiment repensée. Nous, comment on le voit déjà, recrute sur tes compétences un peu. J'aime bien McDo, tu viens comme tu es. Recrute sur tes compétences, peu importe ton origine sociale, ton background, l'école que t'as faite, ton nom de famille. Si jamais tu veux poster dans telle boîte, t'as le droit de le faire via Maki. Si jamais la boîte bosse avec nous, ça c'est le premier point. Deuxième point, on oublie, tu vois, ce truc de on te drop un CV, on te recontacte dans 2 semaines. Là, t'arrives dans une expérience immersive où t'en découvres sur la boîte. Le premier clic, il est important. C'est là où tu vas te faire ta première opinion sur la boîte. Si jamais tu peux avoir l'opportunité de déjà rencontrer, même si c'est, tu vois, en vidéo ton équipe, d'avoir du contenu sur les valeurs de la boîte, etc., c'est clé. Ensuite, on veut vraiment faire en sorte que tu te sentes valorisé sur tes compétences. Donc on pense que tu vas te faire avoir des tests qui te permettent d'assesser tes soft skills et tes hard skills. C'est pas des mauvaises choses juste pour te tester entre guillemets, mais c'est aussi pour toi, pour être sûr que dans l'environnement dans lequel tu vas arriver, tu vas être bien.
parce que tu vas pouvoir, tu vois, avoir le bon mindset pour travailler dans tel type d'équipe, parce que tu vas pouvoir te sentir à l'aise, dérisquer le recrutement aussi de ton point de vue, et de pouvoir te faire en sorte que tu recrutes une entreprise où tu vas te sentir bien, où dès le premier jour tu vas voir que tu pourras voir tes marques, etc. Je pense qu'il est important de donner du feedback aux candidats, parce que l'important c'est de pouvoir grandir. C'est pas grave si jamais t'es pas pris dans une boîte, mais c'est de pouvoir grandir. Et nous, on permet, tu vois, de pouvoir déjà avoir une première étape d'envoyer juste les résultats de ce que t'as fait avec tes scores, et progressivement des axes d'amélioration. Et on commence progressivement à voir dans quel type de partenaire on peut nouer pour te dire, tiens, t'as pas été très bon peut-être en anglais ou là-dessus, mais regarde, il y a telle formation qui te permet de devenir, etc. Donc la feedback loop, comme que tu disais, est complètement clé. Et du coup, si tu regardes tout ça, ça veut dire expérience plus immersive marque employeur, avoir un process qui est beaucoup plus transparent sur ce qui va t'arriver, un process qui est beaucoup plus objectif sur les choses qu'on va te demander, un feedback, que ce soit positif ou négatif. Et en fait, tout ça te permet d'avoir une expérience candidat qui est quand même beaucoup plus agréable. D'un point de vue candidat, quoi. Là, je parle en tant que candidat, du coup, je vais aller plus loin. On est allé très loin dans la feedback loop et tout. Je vais t'arrêter avant. Red flag pour toi, une boîte qui revient pas après, suite à ta candidature en l'espace d'une semaine, sans parler de toutes les boîtes qui ne te reviendront jamais, ou pire, des boîtes avec qui tu fais des entretiens et qui en plus de ça ne te reviennent pas. Ouais, alors dans un monde idéal, tu vois, genre les boîtes devraient revenir vers les candidats avec un feedback quali. Alors le truc, c'est que c'est vachement... En combien de temps pour toi? C'est ça aussi. En combien de temps? J'aimerais bien te dire le plus rapidement possible. Nous, par exemple, notre outil, ce qui est bien, c'est que si tu postules le jeudi à 21h, en soi, on est censé pouvoir te donner un feedback le jeudi à 23h. Ouais, bien sûr. Et dans un... Si t'as fait ton test. Si t'as fait ton test, etc. Donc, oui, le plus tôt t'as un feedback, le mieux c'est. Maintenant, encore une fois, il faut que les boîtes aient les bons outils pour pouvoir le faire. Et quand t'es dans des grands groupes qui reçoivent des milliers de CV par jour... Je te dis, non, parce que faut vraiment le dire, hein. C'est des boîtes où ils sont 100, 200. C'est pas des grands groupes. Il y en a, c'est des fonds de VC. Ils utilisent tous des ATS. T'as parlé de Lever, Greenhouse, je les ai utilisés aussi. On a aujourd'hui la possibilité d'envoyer un mail de refus qui est même pas personnalisé en cliquant sur un ou deux boutons. Et en fait, je me dis que ces personnes-là qui se disent tech, en fait, moi, j'ai beaucoup d'images et d'a priori, mais comment ils respectent leurs collaborateurs en interne par la suite? Tu l'as dit, ça te permet, mais du coup c'est bien. Ce sont des red flags, il faut les voir. Ça te permet de voir après la boîte que tu vas rejoindre, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, moi j'adore entendre des histoires de collaborateurs qui te disent, j'ai rejoint telle boîte, le process était génial, l'onboarding était génial. Généralement, tu peux t'attendre à une histoire qui est géniale, quoi. Mais c'est rare. C'est trop rare encore aujourd'hui. Je pense que c'est... Tu vois, encore une fois, moi je suis assez optimiste parce que, en tout cas, c'est des sujets où quand tu parles maintenant à des RH ou CEO de boîte, tu vois, c'est clé, quoi. Tu vois, le DRH, il était même pas au COMEX des grands groupes il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a compris que c'était la personne la plus importante parce que le talent, c'est ce qui fait toute la réussite ou l'échec de la boîte, quoi. Ça prend quoi? Je sais je sais plus, c'est avec toi qu'on en a parlé. Bon, en tout cas, je suis entrepreneur first aussi, on en a parlé, mais il me semble que ça prend environ 6 mois avant de voir si un collaborateur peut être bon ou pas. Ça, tu sais pas exactement? Non? Ok. Passons. Moi, j'ai mes 2 dernières questions. Je pense que je te l'avais déjà posé, mais je suis sûr, j'ai quand même superposé avec notre ancien podcast. C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? Est-ce que ça a changé depuis la dernière fois? Alors, je sais plus ce que je t'avais répondu. Je sais plus non plus. On réécoutera ça après. Moi, l'entrepreneuriat, c'est 2 trucs. Le premier, c'est de me dire que, en fait, je crois que les entreprises sont un gros vecteur de changement dans la société. Ouais. Donc, l'entrepreneuriat, ça permet de faire changer les mentalités des gens. Donc, c'est pour ça que je trouve que entreprendre, c'est bien, mais entreprendre dans des secteurs qui font avancer le monde, la vie, la société, l'environnement, c'est mieux. Et tu vois, genre nous, si jamais on arrive à créer une boîte qui permet aux gens d'être plus heureux dans leur travail, c'est génial. Donc, l'entrepreneuriat, premier truc, c'est de pouvoir aider à répondre aux problématiques de la société. Et le deuxième, moi, en fait, c'est de nouer, de créer une culture d'entreprise qui va permettre à des gens, tu vois, on a une valeur, c'est unity, de gens de complètement différents, de backgrounds différents, qui se seraient peut-être jamais rencontrés dans leur vie, de se retrouver autour de la même table. Et ça te permet de vivre des moments géniaux, et ça te permet toi en tant qu'entrepreneur de progresser. Moi, en fait, les gens à qui je passe du temps toute la journée, ils me rendent meilleur. Tu vois, parce que j'apprends vachement, quoi. C'est ta plus grosse satisfaction à la fin de la journée? Grave.
Genre, Ouais. hormis tes clients, etc., Ouais. c'est tes collaborateurs en interne, ouais. Je trouve que monter une culture d'entreprise est aussi important que de monter une entreprise et un business. Ok. Et ma dernière question, ce fameux board member, ou cette fameuse, vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi? Propre à Maki, évidemment. Alors là, pour le coup, la dernière fois que tu m'as posé ça, je t'avais dit Churchill et le lendemain, je m'étais dit c'est naze comme réponse, même si j'aime bien le personnage. Et là, je sais pas. Qui serait bon ou pourrait vous aider justement sur cette partie talent recrutement? Sinon, tu me pingeras une réponse, je la calerai. Je sais pas. J'ai vu comme beaucoup de gens le reportage d'Orelsan. Ouais. Et j'ai vu en conseil il y a 2 semaines et je suis tombé complètement sous le charme de ce qui, tu vois, laisse transparaître. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de bons parallélismes par rapport à monter une boîte au niveau persévérance de ce qu'il a fait, au niveau, tu vois, rien lâcher dans l'objectif et se fixer des grandes ambitieux et en restant extrêmement modeste, voilà, et sans se prendre au sérieux sur ce qu'il fait au quotidien, quoi. Bah, je sais pas si Aurel est auditeur, mais il a une phrase, c'est marrant parce qu'on a fait une autre journée de trimestre du premier trimestre la semaine dernière avec toute l'équipe et il y a une phrase que j'ai ressortie sur un projet qu'on va sortir là qui est réussir sans faire le bien, c'est perdre. Et je trouve que c'est des mots extrêmement simples et trivial, mais je trouve que c'est vrai, quoi. Donc c'est un peu en tout cas le but pour moi de l'entreprise, de ce qu'on fait chez Maki, c'est que tu vois, c'est ce qu'on doit faire. En fait, ça doit permettre de rendre entre guillemets le monde meilleur, quoi. J'ai envie de te dire, ça termine parfaitement ce podcast. Un grand merci, Max. Bah, merci à toi, Yacine. Toujours cool de te parler. J'espère que on se voit pour la 3e boîte. J'espère que ça a été utile pour au moins certaines personnes. Voilà. En tout cas, ça a été utile pour moi et j'espère que les auditeurs sont restés jusqu'à la fin. Pour une fois, on a terminé 10 minutes plus tôt. C'est énorme. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et encore une fois, merci pour l'accueil, Max. Merci, Yacine. Salut. Ciao, ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.